Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV avec notre expert. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Une tournée entamée ce jeudi par le Gabon sous le signe de la rupture avec la France-Afrique. Cette visite de 4 jours en Afrique centrale est critique pour l'avenir de la politique, voire de la présence française sur le continent. Alors, le président français va-t-il réussir à concevoir une nouvelle relation entre l'Hexagone et l'Afrique? Une des questions que nous traitons avec notre consultant aujourd'hui. Bonjour, Mostafa Sahimi. Bonsoir. Alors, histoire de contextualiser pour commencer, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce discours d'Emmanuel Macron à la veille de sa tournée en Afrique? Discours prononcé à l'Élysée, rappelons-le. D'abord, c'est un discours qui a été fait à Paris. Oui. À la veille de son départ sur l'Afrique. Peut-être qu'il aurait été mieux indiqué de faire ça en Afrique, en s'adressant aux Africains. Première observation. La deuxième, c'est le 18e voyage du président Macron en Afrique. Ça prouve qu'il y a un lien. Premier et second mandat, juste pour préciser. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est le 18e. Oui. Bon, ça prouve un intérêt, mais ça prouve aussi que c'est assez laborieux quant au bilan que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'il a annoncé? On ne peut pas parler de ce qu'il a annoncé, on va y revenir, sans évoquer ce qu'il avait dit voici presque 6 ans, à la fin novembre 2017, à Ouagadougou, donc devant l'université de cette ville, où il avait annoncé la fin de la France-Afrique. Il l'avait dit, répété. Je note que cette fois-ci, à Libreville, il a encore redit la fin de la France-Afrique. Alors, ça pose un certain nombre d'interrogations. Quelle est, au-delà de la rhétorique conventionnelle, la fin de la France-Afrique, etc., quelles sont les mesures concrètes prises pour mettre fin à ce système? C'est quoi ce système de la France-Afrique? C'est un système de dépendance et d'articulation des rapports entre la France et un certain nombre de pays de l'Afrique occidentale qui étaient donc sous la domination coloniale française. Avec ce qu'il y a évidemment qui pose problème, le paternalisme, la condescendance, des réseaux d'intérêts de bénéficiant d'un statut privilégié dans les marchés de l'Afrique occidentale, tout ça c'est connu. Alors, s'il faut le prendre au mot, c'est bien, mais il se trouve que le contexte de ce début 2023 est différent de 2017. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort ressentiment des populations africaines à l'endroit de la France. Nous y revenons. Alors, cette tournée du président Macron, qui doit donc durer 4 jours, il a commencé du Gabon. Donc le Gabon pour aller ensuite en RDC, avant d'atterrir en Angola et puis finir par le Congo, un jour, un pays. Peut-être le choix de ces pays d'Afrique centrale, Mostafa Sahimi, quelle symbolique et pourquoi l'Afrique centrale? L'Afrique centrale parce que c'est le précaré, qu'on le veuille ou non, c'est le précaré. Il a dit que ce n'était pas le précaré. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs à Libreville au Gabon. Voilà, c'est pas le précaré. J'ai vu la perche, mais effectivement, c'est ce que lui, le précaré. Le il Gabon, nie que ce soit le précaré de la France. Oui, donc on ne peut pas nier des évidences. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est venu à Libreville à la faveur d'un agenda international. C'est ça l'habillage diplomatique qui est intéressant, c'est parce qu'il y a un sommet sur la déforestation donc, du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon du monde après celui du Brésil, donc c'est connu, de l'Amazonie. Donc voilà, le prétexte diplomatique, c'est pour parler environnement, et il a là un prétexte diplomatique pour être là dans cet agenda-là. Pour autant, il y a un certain nombre de problèmes de fond qui sont sur la table. Au-delà de ces pays-là, c'est quoi? C'est la présence sécuritaire et militaire de la France dans un certain nombre de pays de l'Afrique occidentale. Il faut rappeler qu'en 1970, il y a un demi-siècle, il y avait 10 000 militaires français dans ces pays-là. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 000. Plus encore, les éléments militaires français font l'objet de mesures vexatoires. Avec le rappel du contingent Barkhane, vous le savez, avec l'autre rappel du contingent Sabre, de l'opération Sabre au Burkina Faso, avec des délais donnés.
Et donc, il y a là une remise en cause d'une certaine politique de sécurité, d'assistance militaire. Autre interrogation liée à celle-ci, c'est le problème des bases militaires. Alors, il en a parlé. Il a dit, d'abord, on doit réduire la présence des effectifs militaires français, et les bases qui vont rester auront moins de visibilité, avec une formule mixte, si je puis dire, c'est-à-dire certaines seront fermées, d'autres seront des académies de formation, des centres, etc. Donc, enfin, si je puis dire, les États souverains d'Afrique auront voix au chapitre pour ce qui est du statut de bases étrangères qui sont sur leur territoire. Alors, comment cette visite a été accueillie sur le continent? Parlons d'abord de la première escale du président au Gabon. Alors, juste pour reprendre ce titre du quotidien Le Point, du quotidien français Le Point, Emmanuel Macron en Afrique, une visite en terrain miné. Oui. Mais est-ce que c'est le cas pour le Gabon, par exemple? Oui, parce que la situation au Gabon est difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'il y a le président Ali Bongo Ondimba qui est confronté à un agenda présidentiel. Des élections présidentielles vont avoir lieu dans 6 mois, au mois d'août. Et la question se pose pour l'opposition gabonaise, il faut bien en dire un mot, qu'elle considère que c'est une ingérence indirecte mais significative de la France pour ce qui est donc des prochaines élections présidentielles au Gabon en août 2023. C'est une sorte de parrainage et d'adoubement, et l'opposition et la société civile et les jeunes considèrent que c'est une manière de fausser la sincérité du scrutin présidentiel. Nous n'en sommes pas là. C'est également la même chose dans d'autres pays où c'est la voix de la France qui se fait sentir, elle veut imprimer sa marque et continuer à peser sur les processus politiques qu'il y a dans chacun de ces pays. Sauf que cette fois-ci, la France n'a plus la main comme auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'abord générationnel. Les peuples africains aujourd'hui sont des peuples jeunes. Il y a les 3/4 qui ont moins de 30 ans. Donc c'est une effervescence importante. Le deuxième point, c'est que pour l'ensemble des peuples, la France n'a pas été en mesure d'assurer la sécurité. La sécurité, l'échec de l'opération Barkhane, l'échec de l'opération Sabre, Burkina Faso, etc. Et donc, il n'y a plus lieu de maintenir des relations privilégiées, de parapluie et de protection de la part de l'ancienne puissance occupante, puisque de toute façon, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et puis, il y a aussi la volonté qui est brouillonne, confuse, mais c'est un état d'esprit qui conduit à ce que les peuples entendent assumer leur destin par-delà les interférences. C'est pour ça qu'il y a certaines ingérences. C'est pour ça qu'il y a eu des manifestations, notamment à Kinshasa, à la veille de l'arrivée du président Macron en RDC, et qui scandaient des slogans de la France qui interfèrent notamment dans la zone de tension avec le Rwanda, et que la France prenne plutôt le côté rwandais que congolais, de RDC. C'est l'un des problèmes posés à la diplomatie française dans cette partie de l'Afrique, notamment pour ce qui est du contentieux grave entre le Congo et le Rwanda. C'est quoi ce contentieux? C'est lié à ce qui se passe dans une province au nord-est du Congo, occupée par un mouvement qui s'appelle le M23. Ouais. L'idée qui prévaut, c'est que Paris a tellement de choses à se faire pardonner du fait de son implication historique dans les événements du génocide de Rwanda de 1994, qu'elle est obligée de donner des gages et qu'elle veille absolument à asseoir des relations avec le président Kagame. Ce qui n'est pas l'affaire du peuple congolais et du président Tshisekedi. C'est un grand pays, le Congo. C'est 110 millions d'habitants. C'est pratiquement 5 fois la superficie de la France. Il est traversé par des convulsions, des crises économiques, etc. Mais cette affaire-là est un élément qui bloque la normalisation des relations entre Kinshasa et Paris, et qui est un élément de contentieux. J'ajoute que l'Union africaine a essayé, lors du sommet qui s'est tenu à Addis Abeba il y a une quinzaine de jours, d'organiser une réunion ad hoc sur cette question du M23.
il y a eu une réunion, mais il n'y a pas eu de suite. Ça fait partie des dossiers qui sont encore sur la table et qui pèsent beaucoup sur un climat de paix et de sécurité dans cette région. Alors, il s'agit de questions de sécurité, il s'agit aussi de questions économiques et culturelles, parce que quand on annonce la fin de la France-Afrique, c'est la fin de cette logique d'aide vers cette logique d'investissement, pour reprendre les termes du président français et pour reprendre, encore une fois, le terme que vous avez contesté au début de cette interview, Mostafa Sahimi, l'Afrique n'est pas un précaré pour Emmanuel Macron. Bon, ce n'est pas vraiment nouveau, hein, la fin de la logique d'aide pour aller vers celle de l'investissement. Qu'est-ce qu'apporte de neuf cette solution macronienne au final, Mostafa Sahimi? On attend des mesures concrètes. C'est ce qu'attendent les opinions publiques africaines, c'est-à-dire il y a des discours qui sont bien construits. Pour ça, il a des discours construits, argumentés, mais qui n'ont pas d'impact sur le terrain. J'ajoute aussi qu'il y a des intérêts français qui sont remis en cause. La France-Afrique, ce n'est pas simplement qu'une protection diplomatique, sécuritaire, militaire et autres, c'est aussi, vous savez, la part des échanges entre la France et l'Afrique est tombée de 15%, il y a une quinzaine d'années, à 4,5%. Même au sein de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui a surclassé la France au vu des échanges commerciaux. C'est pour ça que Emmanuel Macron a dit que l'Afrique était devenue une terre de compétition économique. Terre de compétition, mais l'Allemagne, c'est quand même intéressant, alors que l'Allemagne, donc, un passé on ne parle neutre. pas de la Chine. Voilà. La Chine, c'est 18% des échanges commerciaux avec l'Afrique. La Turquie, c'est de 8%. La Russie, c'est 9%, donc nous en sommes là. Et donc, il y a une marginalisation des parts de marché revenant donc aux opérateurs français. C'est un élément d'interrogation. J'en tire cette conclusion que c'est la difficulté pour la France d'être en deuxième ligne, d'être derrière le rideau, si je puis dire, de ne plus avoir la main et d'avoir qu'une part de plus en plus réduite et dans les échanges commerciaux et dans la diplomatie d'influence, si tant est qu'elle est encore une diplomatie d'influence. Pourquoi je dis ça? Un pays comme le Gabon a décidé d'adhérer au Commonwealth. C'est quand même intéressant. Pourquoi c'est si important pour la France de récupérer justement ces pays qui détournent leur regard vers l'ancien colon? Je vais vous reposer la question. Vous connaissez beaucoup de... C'est moi qui pose la question ici. Oui, mais pour une fois, je prends le micro. Oui, allez-y. Vous connaissez beaucoup d'anglophones au Gabon soucieux d'adhérer au Commonwealth? Non, c'est fait dans une optique de redéploiement culturel, économique et commercial, parce que ça ouvre un marché d'1,4 milliard d'habitants, le Commonwealth. C'est extrêmement important. C'est le Gabon, c'est quand même intéressant. Et donc, il y a bien une perte d'influence culturelle qui a un impact économique, forcément. Et puis, un élément dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'écho. C'est l'écho et le retour de l'état d'esprit des communautés africaines qu'il y a en France. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des diasporas importantes qui sont dans des secteurs universitaires, académiques, affaires, etc. Voire même politiques. Même politiques, bien sûr. Évidemment. On a vu des élus, des députés. Des ministres. Et qui ressentent les mesures restrictives prises à leur endroit et à l'endroit de leurs compatriotes de manière très particulière. Et ceci fait écho à cela. Un dernier élément aussi qui joue, c'est l'importance des réseaux sociaux. La France a géré une diplomatie classique, conventionnelle. Elle n'a pas vu la vague venir, c'est-à-dire une vague de contestation, de ressentiment véhiculée par les réseaux sociaux, et elle a mis du retard pour prendre conscience de l'état d'esprit des populations. Je doute que le président Macron puisse rattraper cette situation-là, parce que c'est un processus inévitable qui ne peut que continuer à s'accentuer, me semble-t-il. Donc, il n'est pas très optimiste quant aux retombées de cette tournée macronienne en Afrique, ou du président Emmanuel Macron en Afrique. Quand on étudie les relations internationales ou la politique, l'optimisme est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Moi, je suis de l'école réaliste, c'est-à-dire les faits tels qu'ils sont, essayer de les interpréter. Je note au passage, si vous m'aviez posé cette question sur ce qu'a déclaré le président Macron, il a parlé du Maroc et de l'Algérie. C'était d'ailleurs la dernière question de la conférence de presse, à se demander si ce n'était pas programmé. Mais ça, je n'ai pas la preuve, mais on peut le dire. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit oui, sur le Maroc et l'Algérie, nous avons des relations confiantes, d'amitié. Et pour le Maroc, il a des relations amicales avec Sa Majesté le Roi et il a eu plusieurs entretiens avec le souverain. Pour le président Tebboune, il a dit nous avons des relations d'amitié constantes avec renouvellement d'un partenaire. Donc, il a parlé de péripéties aussi. Hein. Oui, j'y viens. Donc, j'observe une tonalité différente. Oui, ensuite, il a mis les problèmes qu'il y a entre Paris et les deux pays en disant que c'était des péripéties et que certains s'échinaient à multiplier les polémiques. On n'en est pas là. Ce n'est pas notre cas. Je ne sais pas ce qu'ils pensent aux pays voisins, c'est leur affaire. Mais ce qui nous concerne, ce ne sont pas des polémiques stériles. Nous n'entretenons pas des polémiques. Nous avons des faits, nous avons des actes. Nous avons, je vais en résumer, la position rigide et frileuse de Paris sur la question nationale a besoin d'être revue et corrigée, d'autant que pas moins de 12 pays de l'Union européenne maintenant accordent la priorité au projet marocain d'autonomie dans les provinces sahariennes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on attend de Paris une correction sur ce plan-là. Ce qui s'est passé à propos des visas reste présent dans la mémoire collective, sans parler d'opérations particulières, instrumentalisées, Pegasus, etc. C'est encore frais, c'est des dossiers, ce n'est pas des polémiques, ce n'est pas nous qui avons créé des polémiques. Puis, le soutien activiste des députés macroniens au Parlement européen il y a 3 semaines, avec d'abord la résolution du 19 janvier, vous le savez, sur le fonctionnement de la justice, au droit de l'homme, plus de 2 semaines après sur d'autres questions, etc. Quel était le groupe le plus activiste? C'est le groupe des eurodéputés macroniens. C'est des polémiques, tout ça. Donc tout ça doit être mis sur la table. Et on ne peut escompter ceci, c'est qu'il y aura des relations normales et amicales quand tout cela sera mis sur la table. Et c'est quand ces questions seront réglées que l'on peut envisager, me semble-t-il, enfin, un voyage officiel du président Macron qui a été annoncé à différentes reprises et qui a été reporté en attendant qu'il y ait une normalisation sincère, conséquente des relations entre les deux pays que nous appelons d'ailleurs de nos voeux. Alors, juste un dernier mot, peut-être pour clore cette entrevue, Mostafa Shehimi, sur ce 18e déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017, donc 18e déplacement en un peu plus de 6 ans, ou en 6 ans. Pas beaucoup à attendre, mais quand même, il a appelé de ses voeux une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Oui, c'est un discours auquel on peut adhérer. Les peuples africains attendent de ce discours sa traduction en politique publique et concrète. Je vais aller plus loin et conclure, si vous le permettez. La France ne nourrit plus l'imaginaire des peuples africains ni des jeunes Africains. L'imaginaire, il est ailleurs, il est dans d'autres pays, il est aux États-Unis, ailleurs, etc. La France est décalée me semble-t-il, par rapport aux aspirations, aux attentes des peuples africains. Et pour ça, un gros effort doit être fait par la diplomatie française. Je le souhaite, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit en mesure de le faire. Nous allons certainement revenir sur le sujet dans d'autres plateaux avec vous, Mostafa Shehimi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Très bonne suite des programmes.